En tout cas, tu viens déjà de faire une distinction entre les femmes et la femme. Peut-être que justement les féministes ont dénoncé au fil du temps le fait qu'on veuille trouver une définition à ce que serait la femme. Parce qu'il n'y en a pas de femmes stéréotypées ou stigmatisées, comme il n'y a pas d'hommes uniques non plus. C'est pour ça il y a cette idée de se réapproprier, par exemple, des termes comme la Journée internationale des femmes. Et définir, même là, il y aurait peut-être quelque chose de problématique. Qu'est-ce qu'une femme? Une femme, c'est un individu qui chemine dans la vie avec un contexte culturel, familial, personnel qui lui appartient. Certains éléments de son expérience sont reliés à sa constitution biologique, mais très peu, selon différentes recherches qui ont été faites, selon ce qui m'intéresse, là où je me positionne. J'aurais plus cette tendance à penser qu'on se construit plutôt qu'on est déterminé par nos gènes et nos hormones, comme Simone de Beauvoir le dit d'ailleurs. On ne naît pas femme, on le devient. Donc, qu'est-ce qu'une femme? Il n'y a pas de réponse à ça. Chaque femme est différente. Ce que sont les femmes socialement parlant, voilà. Ce que l'humanité a fait des femmes, ce que les cultures font des femmes, c'est effectivement ce qu'a fait Simone de Beauvoir. Mais en même temps, en se revendiquant d'une approche existentialiste, où est-ce qu'elle réclame, en fait, elle revendique un droit à la transcendance pour les femmes aussi, et non à l'immanence. C'est une manière de dire, justement, on doit pouvoir être autre chose que ce qu'on dit qu'on est. Justement, on doit pouvoir s'affirmer nous-mêmes, aller au-delà des cases dans lesquelles on nous a mises. Donc, je pense que Simone de Beauvoir, c'est ce qu'elle fait, justement. Elle va au-delà de la définition de ce qu'on dirait être une femme. Elle parle des rôles sociaux qu'on attribue aux femmes et que, justement, elle invite les femmes à transcender. J'ai une formation, je dirais, sur les questions féministes, assez généraliste. Donc, je sais que c'est un ouvrage absolument fondateur. Mais je ne pourrais pas affirmer qu'avant elle, il n'y en a pas eu d'autres, notamment en dehors du monde anglo-saxon. D'autres ouvrages qui ont été marquants, il y en a eu plusieurs. Les luttes féministes ont débuté avant Simone de Beauvoir. Mais en termes d'ouvrages, de théorisation de ce qu'on appelle le patriarcat, je l'ai toujours considéré comme étant l'ouvrage fondateur. J'ai déjà entendu dire que ça avait été avec le Capital de Karl Marx, l'ouvrage qui aurait eu le plus d'impact sur des vies humaines, sur le plus grand nombre de vies humaines depuis l'invention de l'imprimerie, là, finalement. En fait, même plus que ça, un peu de tous les temps, mais après la Bible. Donc, je pense que c'est vraiment l'ouvrage fondateur, je dirais, du féminisme occidental. Et pour ce qui est de la théorisation du patriarcat, c'est incontournable. Le patriarcat, c'est plus qu'une culture, c'est une dimension de toutes les cultures. C'est un régime de sens, je dis, c'est un paradigme qui fait en sorte qu'à peu près toutes les dimensions de toutes les cultures, ce depuis toujours et universellement, ont quelque chose d'androcentriste, où est-ce que le masculin est référencé au départ, où est-ce que le féminin arrive en deuxième, ou encore le féminin va être invisibilisé, exploité, violenté, peu importe, mais c'est un ensemble finalement de phénomènes culturels, de significations culturelles, historiques, sociales, etc., qui font en sorte de placer le masculin en premier et de discriminer les femmes ou le féminin en général comme ensemble de références, je dirais, comme étant moins bien, comme devant être limité dans ses droits aussi. Donc, le patriarcat, c'est une des grandes caractéristiques de l'humanité, en fait. Moi, c'est un des grands thèmes de mes études doctorales. Donc, moi, je pourrais expliquer de façon très, très théorique et philosophique que, selon moi, il y a dans la façon de voir le monde de façon très dualiste, et ça renverrait à un des paramètres de notre cerveau, pratiquement, qui serait hérité de la nature. Mais ça, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, c'est mon côté anthropologique, origine paléontologique qui ressort. Mais il y aurait dans le fait de voir le monde à travers des dualistes une espèce de parallèle qui aurait été fait, selon les conclusions de mes études doctorales,
depuis l'origine de l'humanité et probablement même chez nos ancêtres préhumains, pour associer finalement ce qui est relationnel, tourné vers le soin, tourné vers la reproduction de la vie, donc bref, les femmes, car ce sont celles qui enfantent. Donc, c'est comme si on avait, dès le départ, observé que certaines caractéristiques fondamentales à ce que sont les femmes dans une dimension importante de leur vie pouvaient être associées à un des côtés du dualisme, si on veut, celui qui correspond plus à la reproduction de la vie, à l'aspect, comment je pourrais dire, justement la vie dans le soin et tout. C'est ce que moi j'ai appelé le paradigme relationnel qui s'oppose au dualisme, qui oppose et hiérarchise. Donc, selon moi, la discrimination des femmes vient d'une infériorisation du principe relationnel au départ ou que ça se soit fait de façon concomitante. Mais des théories sur donc ça viendrait de l'origine, ça serait inscrit dans notre cerveau, ça serait là même avant nous, chez Erectus, chez Néandertal. Selon d'autres théoriciens, les marxistes considèrent que la base de tous les rapports de force, ce sont les rapports de production et que le jour où est-ce que il n'y aura plus de lutte des classes entre les producteurs et ceux qui détiennent les moyens de production, enfin bref, que toutes les formes de hiérarchie ou de rapport de force vont disparaître, dont la domination masculine. Mais les féministes marxistes ont avancé ou les féministes à l'encontre des marxistes, en fait, ont avancé que peut-être que la domination masculine sur les femmes précédait la domination par les rapports de force, ne serait-ce que parce que le capitalisme n'a pas toujours été présent. Donc, on a Engels aussi qui s'est intéressé à l'origine du patriarcat, qui pourrait correspondre avec le passage de la vie nomade des chasseurs-cueilleurs à la sédentarité, où est-ce que les humains se sont mis à posséder la terre. Donc, les femmes étant associées à la reproduction à la terre et les hommes à la culture, à la production, les femmes à la nature, c'est comme si cette idée de possession de la nature se serait transposée dans une possession ou un contrôle des femmes par les hommes. Moi, selon mes conclusions doctorales, selon mon opinion en général, en fait, je pense que c'est un moment dans l'histoire marquant qui a certainement accentué la domination masculine, mais que c'était là bien avant. Donc, en fait, dans le deuxième sexe, Simone de Beauvoir essaie justement d'expliquer ça. Parce que ça fait 25 ans que je l'ai lu, donc je me souviens pas si elle affirme que Engels a raison, mais il me semble que non. Il me semble qu'elle explique que c'était là avant, justement, que ça surpasse, en fait, les inégalités inscrites dans les rapports de travail. Donc, en ce sens, elle apportait quelque chose de nouveau et elle posait le patriarcat comme étant quelque chose de plus profond encore, comme étant vraiment une des premières formes d'oppression sur la base de laquelle tout s'est construit. Fait que, tu sais, d'où vient le patriarcat? En fait, il y a plein de conclusions différentes à ça. C'est très souvent philosophique, historique, préhistorique, mais on ne pourra jamais avoir de preuves. Moi, je pense que c'est profondément anthropologique, c'est inscrit dans l'espèce. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être renversé, justement parce que l'espèce est assez forte cérébralement pour changer sa vision symbolique du monde. C'est pas une fatalité, mais ça va prendre du temps. C'est sûr que non, ben non. D'autant plus que le premier tome du deuxième sexe, c'est vraiment une compilation d'exemples de ce dont je me souviens, d'exemples culturels de toutes sortes, issus de la mythologie, des systèmes d'échange économiques, des régimes politiques, des normes et valeurs culturelles à la base du mariage, des familles. C'est comme si elle faisait une espèce de grand tour d'horizon anthropologique, des fondements patriarcaux de la culture en général, à peu près toutes ces dimensions. Bon, c'est sûr que faire un aussi large brossage de ce qu'est la culture, de ce que sont les cultures, à l'époque aussi, où est-ce qu'il n'y avait pas tant de données anthropologiques sérieuses, fiables, elle n'est pas comme telle historienne non plus, ou anthropologue, Simone de Beauvoir. Donc c'est sûr que par la suite, on lui a notamment reproché d'avancer toutes sortes de données qui étaient soit
partiellement fausses, soit surinterprétées, ce qui est tout à fait vrai. Mais cela dit, on peut dire ça d'à peu près tous les ouvrages de l'époque, tu sais. Puis de toute façon, ça allait avec un objectif très ambitieux, de poser les bases de ce qu'on appelle le patriarcat et d'expliquer en quoi c'est tellement profondément ancré dans tout ce qui est la culture. Elle n'avait peut-être pas le choix, finalement, d'embrasser un regard aussi large et d'en trouver beaucoup des exemples. Donc, que des erreurs se soient émissées, c'est un peu inévitable. Puis aujourd'hui, depuis ce temps-là, il y a tellement de choses qui ont été écrites sur le patriarcat et sur le féminisme qu'on va faire davantage des études ciblées. S'intéresser à l'institution patriarcale du mariage, à l'institution patriarcale de la mythologie. Tu sais, on va plus faire le focus avec une plus grande rigueur. Elle a comme un peu débroussaillé le chemin, mais c'est sûr qu'au niveau des données avancées, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont plus fiables aujourd'hui, mais sur l'analyse de tout ça et la proposition théorique générale, c'est encore tout à fait pertinent. C'est sûr qu'il y a aussi l'arrière-plan existentialiste là, qu'on peut peut-être mettre de côté ou on peut constater que certaines de ces analyses féministes sont teintées de l'existentialisme et on peut essayer de dissocier les deux. C'est ce que je suis capable de dire, je dirais, là, sur la validité de l'ouvrage aujourd'hui. Mais tu sais, on lit encore Aristote, là. Donc, oui, Simone de Beauvoir va rester pertinente longtemps. C'est évident, c'est évident, ça n'a rien à voir. Ça a été comme un sprint d'évolution, c'est fou. Puis encore là, ça dépend où. T'sais, si on parle du Québec, c'est fou, là, tout ce qui s'est passé au Québec. En Occident en général, mais je pense que même entre les pays occidentaux, il y a des différences. Pour les quelques moments où j'ai pu passer en France, j'ai constaté que c'était pas pareil, là. Moi, j'ai l'impression qu'on est rendu plus loin au Québec par rapport à la France. Je ne suis pas la seule à le dire. Mais bon, on s'entend qu'il existe aussi encore dans le monde beaucoup de cultures traditionnelles dans lesquelles les rôles traditionnels stéréotypés des femmes n'ont pas changé. Il existe encore de nombreuses violences envers les femmes. En fait, oui, les choses ont changé, c'est évident, c'est évident. Puis les formes de violence se sont diversifiées aussi. On a des nouvelles qui n'existaient pas avant. Oui, c'est sûr qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, mais ça a beaucoup évolué. Ouais. Non, c'est sûr que non. Même au contraire, les hommes doivent être dans la lutte parce que, mais je dirais deux choses. Premièrement, le féminisme, c'est pour tout le monde. C'est davantage, c'est davantage pour les femmes. Mais le féminisme avantage les hommes aussi parce qu'il lutte contre les stéréotypes et lutte contre les aspects nocifs du patriarcat dans nos sociétés. À savoir valeurs, normes, modèles incitant à la violence, incitant au contrôle, incitant à l'inégalité. D'un point de vue éthique, ce sont des choses dont aucun humain ne veut et dont tout humain peut souffrir, les hommes aussi. Avoir des congés de paternité pour les hommes, c'est pas un privilège, c'est un gain. C'est un gain énorme et c'est les luttes féministes qui l'ont permis. Donc, c'est pour tout le monde. Maintenant, est-ce que les hommes devraient se tenir dans cette lutte, si on veut, au deuxième rang? Certains vont prétendre que oui, notamment un auteur québécois qui s'appelle Francis Dupidéry, qui est comme la voix féministe québécoise, intellectuelle, je dirais. Il avait écrit un article extrêmement intéressant qui s'intitulait quelque chose, comme j'ai oublié le titre précis, là, mais les hommes féministes, faux compagnons de route ou partenaires dans la lutte, j'ai oublié exactement, mais il questionne le fait que les hommes féministes puissent lutter au même plan que les femmes, parce que le patriarcat étant, ils ont cette tendance, les hommes, à prendre les devants, à parler au nom des autres, d'autant plus les gens engagés. T'sais. Donc, ça a été observé ça dans les mouvements anarchistes, dans les mouvements militants en général. Donc, cet auteur proposait de parler, de se dire davantage pro-féministe que féministe quand on est homme. Rendu là, je dirais que c'est une question de langage, mais les hommes doivent être conscients, effectivement, je pense que pour être cohérents
avec leur critique du monde patriarcal. Ils doivent être attentifs à leur propre biais dominateur, si on veut, même si c'est tout petit, mais qu'ils pourraient avoir en luttant aux côtés des femmes. Donc être à leur côté, mais pas à la leur. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais tu sais, il y a d'autres paramètres d'analyse, là, tu sais, chez les aristocrates. En fait, depuis l'industrialisation, que les femmes ont perdu leur valeur économique, je dirais, au sein de la famille. Elles ont cessé d'être les pourvoyeuses, c'est-à-dire elles ont cessé d'être une travailleuse au sein de la famille, comme le mari, comme les enfants, la famille paysanne, par exemple. Mais quand le travail est devenu à l'usine, à l'extérieur, et c'est beaucoup l'époque, justement, là, où le marxisme a pris son envol, bien, les femmes sont devenues associées, si on veut, à la sphère privée, domestique, parce que le travail n'est pas valorisé monétairement parlant. Donc, est-ce que ici le problème, c'est que la paysannerie est pauvre, puis l'aristocratie est riche, derrière le fait que les femmes, les épouses soient opprimées? C'est autre chose, c'est le fait qu'elles aient perdu leur contribution financière. Donc, tu sais, l'analyse marxiste, comme tout grand courant théorique de l'époque où, comme tout grand courant théorique ayant eu beaucoup d'influence, va vouloir comme embrasser tous les problèmes, mais tu sais, il y a une portion de l'analyse marxiste qui est effectivement utile aux luttes féministes, mais ça n'explique pas tout, vraiment pas tout. Ça ne va pas chercher non plus du côté de la symbolique patriarcale profonde. Le fait que les femmes soient instrumentalisées aussi à travers leur beauté puis leur passivité, ça n'a rien à voir, ça non plus, avec... pas rien à voir, mais il n'y a pas de lien direct avec la lutte des classes. Ça va seulement peut-être être accentué chez les riches qui, comme tels, vont devenir la bourgeoisie qui vit justement sans travailler. Quand on s'éloigne du travail, finalement, chaque fois qu'on écrit un ouvrage, on se dit on va y aller par étapes. La mythologie, c'est ce qui est très ancien, mais aussi très symbolique. Donc le côté, je dirais, intangible du patriarcat, mais qui permet de s'immiscer jusqu'au très fond de notre cerveau et ce qu'on questionne le moins, les archétypes. Le côté historique, j'imagine que c'était pour apporter des données, même si elles sont pas toutes bien, objectives, ces données-là. Reste que j'imagine qu'elle voulait apporter du matériel concret, là, des données archéologiques ou... des données, bref, qui appuient la théorie. Elle veut, j'imagine, expliquer à travers ça, peut-être veut-elle expliquer à travers ça pourquoi chez l'humain, ces inégalités de conditions qui n'ont rien à voir avec le pouvoir, les animaux sont contraints à leur nature sans se questionner s'ils sont dominés ou dominants, mais que ces distinctions de constitution sont devenues des vecteurs de pouvoir à partir du moment où est-ce qu'on leur a attribué un sens. Donc, capacité à contrôler, par exemple par la force physique, si c'est valorisé positivement, ça va être vecteur de pouvoir. Donc, mais peut-être que c'est ce qu'elle a voulu expliquer, que de quelque chose de complètement naturel à quelque chose de complètement naturel, les humains ont ajouté un sens, ont interprété à travers un dualisme qui, dès le départ, a favorisé le pôle masculin. Ça serait le genre d'analyse j'imagine qu'elle a voulu faire. Ça ressemble un peu à ce que j'ai... probablement qu'elle a voulu expliquer, en tant qu'être de nature et animaux que nous sommes, peut-être qu'une partie du patriarcat qui est culturel peut être expliquée par des éléments provenant de la nature. J'imagine que ça a été le début de son argumentaire, parce que c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde qui n'a pas vraiment de connaissances sur le sujet va dire c'est peut-être normal que les hommes dominent parce que tu regardes dans la nature, ils sont toujours plus forts. C'est l'argument de base que tout le monde apporte. J'imagine qu'elle a voulu commencer par ça. Attention. À n'importe qui. C'est sûr que c'est ça, c'est quand même dense, ça demeure intellectuel pas mal. Peut-être que le cégep, c'est un peu jeune pour lire ça. Moi, ça m'a vraiment plu. Ça m'a transformée complètement. Ça a été un point de départ là, pour quelque chose qui est venu par la suite teinter toute ma vie, mon regard sur le monde. Mais bon, j'ai toujours été un peu intello, tu sais. Fait que peut-être que ça ne s'adresse pas à tout le monde, très jeune. Effectivement. Puis c'est sûr que de nos jours, il y a tellement de bons ouvrages
d'initiation au féminisme, que c'est peut-être pas celui que je conseillerais aux étudiants du cégep, par exemple. Mais à quiconque a déjà fait quelques pas dans l'analyse féministe ou dans la compréhension des enjeux féministes, je pense que ça demeure un incontournable. Ouais. Ça prend des gars, tu sais, je veux dire, ça prend des gars pour convaincre les gars aussi, là. Puis tu sais, c'est tellement pas juste une question de privilège qu'on crée dans nos petites vies à nous, là. C'est, ah, tu me filmes encore. C'est tellement le comprendre la dimension patriarcale du monde, ça veut dire comprendre le monde. C'est vraiment une paire d'antennes là, qui te permet de voir plus loin, plus profond. Moi, je suis certaine que quand on n'a pas la paire de lunettes féministes, il y a une bonne partie de... Bon, c'est sûr que c'est pas dans tous les aspects de la vie où il y a une dimension patriarcale aussi forte. Aussi. Mais moi, je suis certaine qu'il nous manque... c'est un gros filtre. C'est un gros filtre qui nous empêche de voir beaucoup de choses, je pense.